question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait avoir de l'inflation positive? Pourquoi pas avoir des cibles de 0%? Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a la relation de Fisher, n'est-ce pas? R plus pi A. Et donc, si l'inflation elle-même est 0, on va dire, est crédible, alors pi A va se centrer sur 0. Pi A va se centrer sur 0. Et donc, on va avoir un taux d'intérêt qui va tourner autour du taux d'intérêt réel, qui lui-même, à long terme et en général, va être autour du taux mondial, n'est-ce pas, plus une certaine prime de risque payée. Okay? Donc, si on oublie pour le moment la prime de risque payée, alors ça va être autour de ça. Or, le phénomène, évidemment, c'est que, bon, premièrement, on ne sait pas exactement c'est quoi le R étoile, mais on sait qu'il est très bas. Okay, donc, alors, ce qui va arriver, c'est que si on a une cible de 0% pour l'inflation, le pi A va être centré sur 0. Et donc, on va avoir des taux nominaux, des taux d'intérêt nominaux de marché en général, là, très, très bas. Très, très bas, proche de 0. Et donc, ce qui arrive, c'est que si votre taux d'intérêt est déjà proche de 0 et que vous avez un choc, vous voulez relancer un petit peu l'activité économique, bien, vous avez très peu d'espace entre I égale, je ne sais pas moi, mettons que votre taux d'intérêt en ce moment, le taux d'intérêt de la Banque centrale, là, supposons que c'est 2 okay? Et donc là, vous stimulez votre économie et vous baissez à, je ne sais pas moi, 0,5 vous approchez de 0. T'sais. Vous avez peu d'espace de manœuvre pour stimuler l'économie, okay? Avant de frapper 0 okay? Et baisser en bas de 0 ça se fait, là, mais ça complique certaines choses dans les marchés financiers. Et donc, on se garde une espèce de coussin de confort entre 0 et un certain chiffre moyen autour duquel le taux d'intérêt nominal moyen devrait tourner avec une inflation légèrement positive. Donc, ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est carrément que plus vous êtes proche de 0, bien évidemment, si votre pi est en moyenne autour de 0, bien, dès qu'il y a un choc négatif, bien, vous tombez en récession et vous risquez, ça se peut, parce que très souvent, lorsqu'il y a des chocs négatifs et une récession, on tombe en... Donc là, il va y avoir des pressions, très souvent, c'est ça qui arrive, des pressions baissières sur l'inflation. Et donc là, bien, si vous partez de 0, vous pouvez vous retrouver avec l'inflation négative, c'est-à-dire de la déflation. Les prix baissent de façon absolue. Alors, lorsque les prix baissent de façon absolue, ça peut créer plusieurs problèmes de fonctionnement dans les marchés, dont la dette-déflation. Okay, donc, le phénomène de dette-déflation. Donc, vous avez une certaine quantité de dette, évidemment, en circulation dans l'économie. Et si on compare ça au niveau des prix, c'est-à-dire le fardeau réel de la dette, si j'ai une dette de 100 et un paquet de gomme coûte 1 je dois 100 paquets de gomme sous forme de dette, n'est-ce pas? Donc, le P qu'il y a là, c'est le niveau des prix en général. Donc, c'est une abstraction, évidemment, c'est un peu théorique. Mais de façon générale, si les prix baissent, ce qui va arriver, c'est que le fardeau réel de la dette augmente. Et ça peut faire empirer l'élan baissier, et donc ça, on a déjà parlé, l'élan baissier de l'économie. Donc là, vous avez plus de pression baissière parce que les gens croulent sous les dettes, plus de pression baissière sur le PIB, donc plus de chômage, et donc plus de baisse de consommation et d'investissement, évidemment. Et donc là, bien, vous mettez là, ça se met à s'entretenir, et ça entretient la pression déflationniste. Et les gens, en plus, ils reportent à plus tard parce que là, le PA, s'il s'ajuste en territoire négatif en plus, là, vous êtes foutu parce que les gens, ils anticipent des baisses de prix. Donc, si je peux attendre 1 an pour acheter une maison, je me dis que je sais pas, moi, le prix des maisons va baisser de 10 d'ici 1 an. Mais si je peux, je sais pas, épargner 50 000 100 000 sur une maison en attendant juste 1 an, bien, j'attends. Et donc, ça reporte l'investissement, par exemple, immobilier. Donc là, les gens repoussent à plus tard les gros achats, ce qui amplifie l'effet encore plus. Et ça se met à s'entretenir tout seul. Évidemment, au niveau des entreprises, bien,
puisque les salaires, le salaire wage, le salaire par année, là, mettons, ou par heure, 20 de l'heure, on va dire, par rapport au prix, bien, le prix réel du travail, c'est le salaire réel, n'est-ce pas? Et donc, si le salaire nominal, 20 de l'heure, ne bouge pas et que le prix des choses baisse, bien, le salaire payé, 20 de l'heure, vaut plus en panier de biens-services. C'est-à-dire que si je paye 20 de l'heure à quelqu'un et que, je ne sais pas moi, mettons, un lunch à la cafétéria coûte 10 ça vaut 2 paniers, n'est-ce pas? Ça vaut 2 paniers. C'est ça que je paye à la personne en pouvoir d'achat par heure, disons. Et là, soudainement, je paye encore 20 de l'heure, mais le lunch, parce qu'il y a de la déflation, coûte 5 Là, j'exagère, mais c'est pour que ce soit clair. Donc, là, soudainement, le même 20 qu'avant vaut 4 paniers. Et donc, c'est plus dur à payer pour l'entreprise. Évidemment, là, ça, c'est théorique, mais vous comprenez l'idée, c'est que les entreprises se mettent à crouler sous le poids des salaires parce qu'évidemment, elles doivent vendre à des prix qui n'augmentent pas ou même qui baissent et des salaires qui restent les mêmes. Puis il n'y a pas de demande en plus pour leur truc. Et donc là, ça ne marche pas, tu sais. Et donc, ils se mettent à mettre des gens à la porte. Donc là, dans le marché du travail, ce que vous allez avoir typiquement, si on met le salaire réel ici, là, et la quantité de travail là, alors on a l'offre de travail qui est notoirement inélastique et la demande de travail. Donc, ça, c'est les gens qui veulent travailler. L'offre, la demande provient des emplois à combler, des employeurs. Et un marché du travail fonctionnel va être autour ici, qui va donner le chômage naturel. Okay? Et une récession classique, déjà en soi, baisse la demande de travail en général. Tu sais. Et parce que le salaire réel ne s'ajuste pas, bien, automatiquement, ce qui arrive, c'est que la quantité demandée de travail devient ici, était là avant, hein, c'était ici avant. Alors, les gens qui veulent travailler à ce salaire-là sont ici. Et les emplois à combler sont là. Et donc là, ça ne marche plus, évidemment. Donc ça, c'est les emplois à combler. Emplois à combler. Donc, comme vous le voyez, il y a plus de gens qui veulent travailler. Il y a plus de gens qui veulent travailler que d'emplois à combler. Chômage. Donc ça, c'est une récession déjà normale. C'est-à-dire la demande de travail baisse normalement. Mais si vous ajoutez à ça en plus la déflation, bien là, vous avez le phénomène, évidemment, dans le marché du travail où le coût réel du travail augmente encore plus. Et donc, ça diminue encore plus la quantité demandée de travail, c'est-à-dire les emplois à combler. Donc, on s'en va par là-bas. Et bon, ici, l'effet est minime, mais quand même. Et donc là, bien, l'écart entre le nombre de personnes qui veulent travailler et les emplois à combler est amplifié, tu sais. Et il y a encore plus de chômage, ce qui diminue encore plus la consommation et l'investissement, ce qui augmente encore plus les pressions déflationnistes et ça se met à s'entretenir tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, on préfère garder une inflation légèrement positive. D'autant plus que c'est très difficile de regonfler l'inflation si elle devient trop basse. C'est plus facile de baisser l'inflation parce que créer du crédit, c'est difficile parce qu'il faut que les entreprises ou les gens, en général, les ménages, là, prennent du crédit, prennent de la monnaie du système bancaire. Et ça, bien, tu ne peux pas les forcer. Tu peux les encourager avec des baisses de taux d'intérêt, tout ça, mais ultimement, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, puis il ne va rien se passer en termes de création de crédit, donc rien en termes de création monétaire, donc rien en termes d'inflation. Par contre, baisser l'inflation, c'est très facile parce que tu as juste à augmenter les taux d'intérêt assez et garantir que ça va avoir de l'effet à la baisse sur le crédit, donc sur la monnaie, donc ultimement sur l'inflation. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, on préfère avoir des cibles d'inflation légèrement, donc la cible d'inflation légèrement supérieure à 0 %. Donc, là, au Canada, par exemple, c'est 2 %. Il y en a que c'est 2,5, etc. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Le chiffre magique, c'est pas mal 2 partout dans le monde. Donc, ce n'est pas très original, mais voilà, c'est ça.